Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et c'est la question du jour. Que s'est-il passé avec le lévothyrox, ce médicament prescrit à des personnes souffrant de troubles de la thyroïde? Près de 3 millions de Français se voient prescrire ce médicament, donc 80% de femmes. En 2017, un changement de formule a entraîné la réaction de milliers de patients souffrant d'effets indésirables. En octobre, la filiale française du laboratoire Merck annonçait sa mise en examen pour tromperie aggravée. Lundi, l'Agence nationale du médicament était, elle, mise en examen pour tromperie. Bonjour Catherine Hill. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Début 2012, l'Agence du médicament a demandé au laboratoire Merck de changer la formule du lévothyrox. Le nouveau lévothyrox est arrivé sur le marché français en mars 2017. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, on n'a pas prévenu les patients du tout. Et la boîte était exactement la même. Et donc, ils ont acheté leur lévothyrox exactement comme d'habitude. Il faut dire que Merck était pratiquement en situation de monopole. Donc, la lévothyroxine fabriquée par Merck sous le nom de lévothyrox était la seule sur le marché. Donc, les patients étaient pris au piège. Donc, ils achetaient leur lévothyrox habituel et ils n'avaient pas le bénéfice habituel. Il faut savoir que le lévothyrox est un médicament dont le dosage doit être adapté à chaque patient avec finesse. Si vous en prenez trop, vous êtes agité, pas bien, trop excité. Si vous n'en prenez pas assez, vous êtes très fatigué. Et donc, le changement, la nouvelle formule ne faisait pas le même effet que l'ancienne formule. Qu'est-ce qu'elle avait comme différence, cette nouvelle formule, Catherine Hill ? Alors, c'était une histoire d'excipient, c'est-à-dire un truc qui rien dû changer. Mais c'est ça, parce qu'en fait, l'excipient, alors pour le néophyte, c'est ce qui est autour du médicament, ça n'est pas un principe actif. Oui, ça, on n'a pas compris pourquoi ça changeait, mais quand on est retourné, en 2017, j'ai lu le papier de Merck, que Merck avait publié, qui comparait l'ancienne formule avec la nouvelle formule sur 204 volontaires sains qui avaient pris successivement l'un puis l'autre. Et cette étude avait été analysée comme, selon les recommandations de l'Agence du médicament française et européenne. Et cette étude avait été faite selon les recommandations de cette agence et pas selon les recommandations de l'agence américaine. Donc il y avait déjà un problème dans l'étude elle-même. Et cette étude qui comparait chez les mêmes gens l'ancienne et la nouvelle formule était analysée seulement en regardant le résultat moyen avec l'ancienne formule, le résultat moyen avec la nouvelle formule, sans regarder la trajectoire de chaque patient. Est-ce que monsieur X était plus dosé avec la nouvelle qu'avec l'ancienne ou le contraire? Et donc, je me suis dit, j'ai envoyé un mail en 2017 à l'auteur du papier de Merck en disant « Pourquoi est-ce que vous avez analysé cette étude comme ça ?» sans tenir compte du fait que c'était le même patient. Et elle m'a répondu « C'est parce que c'est ce que les autorités nous demandent. » Donc déjà, il y avait un problème avec l'analyse de l'étude. Donc, si on a des chercheurs de Toulouse ont ressaisi toutes les données un peu plus tard, en 2019, que l'Agence du médicament française avait mises en ligne, sous une forme d'ailleurs extrêmement déplaisante de la photocopie des documents, donc il fallait retaper toutes les données. Et ils ont refait cette analyse et ils ont publié ça dans une revue internationale. Et moi, j'ai fait un petit papier pédagogique avec Martin Stummberger en français pour expliquer cette histoire de trajectoire individuelle qu'il faut étudier quand on va utiliser le médicament pour des patients qui sont déjà traités. Et c'est qu'on va changer de médicament. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, Catherine Hill, c'était l'excipient ou c'était autre chose ? Ah, ça, on n'en sait rien. Non, on ne le saura jamais. Bon, ça, j'en sais rien. Il faut demander à des spécialistes de chimie, de biologie. Mais parce que c'est aussi essentiel de comprendre en quoi les laboratoires ont décidé qu'il y avait urgence à changer. C'est l'Agence du médicament qui a demandé à Merck de changer de formulation pour que le médicament soit plus stable au cours du temps, vieillisse mieux. Donc, c'est l'Agence du médicament. Mais la réponse qui a été apportée par Merck... D'abord, je crois qu'on ne sait pas si c'était plus stable. En tout cas, Merck a changé des excipients et le résultat a été un bazar épouvantable. Donc, on ne comprend pas pourquoi ces effets secondaires n'ont pas été anticipés et pourquoi au début, parce que là aussi, je m'en souviens, au début, il y avait un certain nombre d'articles dans la presse qui expliquaient qu'on ne voyait pas la différence, qu'il n'y avait pas de différence, enfin bref, que les patients qui souffraient d'effets indésirables étaient des personnes qui avaient des vues de l'esprit. Absolument. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Enfin, il y a une cascade de problèmes dans cette histoire. Donc, on n'a pas anticipé
le problème du changement de formulation, alors qu'il s'était passé la même chose en Belgique quelque temps avant. On avait changé la formulation d'un des médicaments. Déjà en Belgique, il y avait plusieurs lévothyroxine sur le marché. Donc les gens avaient le choix. Mais on a changé un, et dans chaque boîte, il y avait un papier qui signalait. On a fait une campagne en disant « Attention, vous risquez d'être déséquilibré. Si vous n'êtes pas bien, retournez voir votre endocrinologue qui va vérifier les dosages et adapter la dose. » Donc on a complètement zappé tout ça. Alors la deuxième erreur, ça a été au lieu de se dire, comme je l'ai fait moi-même, c'est pour ça que j'ai écrit à cette dame de Merck, je me suis dit quand même, tous ces gens qui protestent, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans, il faut investiguer. Et là, la réaction de beaucoup d'endocrinologues et de médecins et de l'agence ont dit, ces femmes, ce sont surtout des femmes, comme vous l'avez dit, travaillent du chapeau, c'est absolument rien, débrouillez-vous. Et elles, les pauvres, elles sont allées s'acheter leurs anciennes formules en Espagne et partout, elles pouvaient le trouver pour retrouver l'équilibre dont elles avaient besoin pour vivre confortablement. Ben oui, parce qu'en fait, c'était grave. C'était pas seulement une question de confort. Le confort, ça n'est pas quelque chose de secondaire, bien sûr, Catherine Hill, mais il y avait véritablement une modification et ces effets secondaires, ils étaient importants, invalidants, ils étaient graves aussi, selon vous? Non. Il n'y a rien de grave. L'agence a fait une étude, a montré qu'il n'y avait pas plus d'hospitalisation et pas plus de morts. Mais les gens étaient handicapés, ils n'étaient pas bien du tout. Et donc, tromperie aggravée, puisque c'est aujourd'hui le chef d'accusation. Donc, ça signifie qu'on va essayer de tirer au clair cette affaire pour comprendre qui a trompé qui dans cette affaire et pourquoi le lévothyrox a été l'objet finalement d'une période de grand malaise pour ceux qui devaient prendre ce médicament. On va essayer de comprendre, mais il faut savoir que la façon d'expertiser une nouvelle formulation d'un médicament qui va être utilisé pour des patients déjà traités antérieurement, alors on appelle ça switcher ou des mots compliqués qu'on oublie immédiatement. Pour étudier ce changement, l'agence américaine exige que les études soient faites avec 2 fois plus d'essais sur chaque patient que ce qui a été fait là. Et l'agence européenne et l'agence française n'ont pas changé de position. Donc on continue à mal évaluer les génériques et autres changements de formulation pour ces médicaments dont la dose est difficile à adapter. Alors, en conclusion, Catherine Hill, quelles pourraient être les leçons pour d'autres médicaments? Parce que ce ne sont pas les seuls médicaments dont on change l'excipient, évidemment. Le lévothyrox, il y a d'autres modifications qui sont faites par les laboratoires. Il faut améliorer les investigations préliminaires à la mise sur le marché. Il faut prévenir les patients et les médecins. Et ensuite, il faut écouter les patients quand ils disent qu'ils ne sont pas bien. Parce que c'est souvent vrai. D'ailleurs, c'est toujours vrai qu'ils ne sont pas bien. La raison n'est pas toujours celle qu'ils pensent. Mais en tout cas, il faut écouter les gens. Merci beaucoup, Catherine Hill. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. 7h23 sur France Culture.